Welcome back dans ce deuxième épisode de Swell, le podcast. Je suis Sophia Pinheiro et avant de commencer, je tenais à vous dire merci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos feedbacks, merci pour vos bonnes vibes suite au lancement du premier épisode. Ça m'a fait tellement plaisir de vous lire et surtout, j'ai adoré découvrir vos propres expériences avec le syndrome de l'imposteur et le perfectionnisme. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont partagé aussi leurs histoires avec ça. Et c'était génial d'échanger avec vous là-dessus. Et surtout, finalement, ce que j'ai le plus aimé, c'est que j'apprends à vous connaître et je dois le dire, vous êtes incroyables. Je vous adore. Donc surtout, continuez de m'écrire, continuez de me partager vos expériences parce que j'adore ça. Je prends un plaisir fou à vous lire. Donc encore une fois, merci. Et justement, en parlant de partage, si on apprend beaucoup de bonnes expériences, il faut l'avouer, on apprend surtout des mauvaises. Et parfois, ces mauvaises expériences sont à l'origine d'un mauvais conseil. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais te partager les pires conseils qu'on m'a donnés. Sur Instagram, je vous ai aussi posé la question, parce que j'étais assez curieuse de voir quel était votre ressenti par rapport à ça. Et ce qui a été assez intéressant, ou alarmant, je ne sais pas, c'est qu'il y avait quand même souvent les mêmes conseils qui revenaient. Donc, on va en parler. Parce que finalement, ces conseils, ils sont partout, on les entend tout le temps, ils sont dans nos conversations avec nos amis, dans les réseaux sociaux, dans les réunions de famille, au boulot. Et puis, il y a nous aussi. Conseiller fait partie de notre quotidien. On aime donner des conseils pour encourager, pour motiver, pour aider certains dans leur situation. Mais le problème avec ça, c'est que certains de ces conseils peuvent être un véritable piège et au lieu d'aider, peuvent faire tout l'inverse, peuvent te limiter et peuvent être du coup même être dangereux. Donc, dans cet épisode, on va prendre le temps de les déconstruire et de les reformuler. Et j'ai envie de dire aussi, pas de panique. Ne panique pas si tu auras entendu un de ces conseils ou si tu te les dis encore à toi-même. Tu n'as pas foutu ta vie en l'air. Enfin, pas encore. Non, je déconne. Non, je déconne. Je peux presque entendre ta respiration s'accélérer avec le petit « oh putain » dans ta tête. Non, non, relax. Et commence pas à appeler non plus celui ou celle qui t'aurait donné ce conseil en mode « mais pourquoi tu m'as dit ça ?» Non, ça va, relax, tout va bien. En réalité, ces conseils partent d'une bonne intention, mais c'est juste qu'ils sont mal formulés. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Comme ça, on peut avancer sur une base beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine, avec plus de confiance. Et à la fin de cet épisode, je vais te partager le pire conseil de tous les temps, celui où tout le monde tombe dans le panneau et qui, moi, personnellement m'a fait perdre un temps de dingue. Donc maintenant, c'est parti. Voilà, j'ai mes notes sous les yeux juste pour structurer un peu mes idées et éviter de partir dans tous les sens parce que ça, c'est un peu mon cas. Je me disperse souvent. Donc voilà, alors, le premier conseil que j'ai envie de déconstruire, c'est trouve ta passion, le reste viendra tout seul. Bon les gars, déjà rien que le thème de la passion, je pourrais en faire tout un épisode parce qu'il y a tellement à dire à ce sujet. Mais je trouve qu'aller dire aux autres qu'il faut trouver sa passion, c'est totalement faux. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas encore de passion et ça crée une angoisse terrible, surtout chez les plus jeunes. Tu vois, comme si on passait à côté de la vie si tu n'en avais pas une. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la passion, c'est pas quelque chose qui se trouve, c'est quelque chose qui se développe. Alors pourquoi ce conseil de trouve ta passion, le reste viendra tout seul est toxique? Il y a deux pièges mentaux à celui-là. Le premier, c'est que on nous vend un rêve incomplet. Parce que ce conseil laisse croire que la passion suffit, si tu as eu la chance de la trouver. Mais le truc, c'est que la passion, sans exécution, donc sans ce passage à l'action, ça crée une frustration. Parce que si tout le monde pouvait juste suivre sa passion, alors pourquoi tant de gens galèrent encore? Donc tu vois, ce passage à l'acte est ultra important. Il faut prévoir un plan d'action sur base de ta passion pour ensuite aller chercher ton objectif. Donc, ce n'est pas juste trouve ta passion et ensuite le reste arrive comme par magie. Le deuxième piège mental, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la passion, ça se développe. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore leur vraie passion parce qu'on est tout simplement en train d'explorer la vie et c'est ultra OK. On vit des expériences, on traverse des épreuves, on tombe sur des opportunités, on essaye différentes choses. Et en fait, sur base de ces vécus, on découvre ce qu'on aime, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. Et finalement, on se rend vite compte que c'est pas la passion qui nous guide dans le fond, mais c'est ta mission, c'est ton purpose, tu vois, c'est quelque chose que tu as en toi et au fur et à mesure que tu explores, tu trouves quelque chose qui nourrit un peu ta mission et du coup, tu vas poursuivre et alimenter ce loisir ou cette activité. Et une fois qu'à ce moment-là, tu as trouvé, tu commences à la nourrir et
tu passes à l'action. Tu construis, tu développes et tu nourris cette passion. Donc, celle-ci peut prendre de la valeur et du coup, peut être monétisable. Mais alors, attention. Dans ce conseil, il y a aussi un espèce de faux sous-entendu que l'objectif de la réussite, c'est de pouvoir vivre de ta passion, c'est que ton boulot soit ta passion. Mais c'est pas vrai, c'est pas le cas. Pour beaucoup de personnes, vivre de leur passion, en fait, c'est la pire chose que tu puisses faire parce que on le sait tous, dans n'importe quel boulot, il y a des facettes qui sont un peu moins chouettes. Donc, la passion pourrait disons, se dissiper ou juste tomber en morceaux parce que finalement, ce qui te procure énormément de joie, ça devient aussi ta source d'angoisse et de stress. Donc, si tu as un boulot, d'accord, qui n'est peut-être pas ta passion dans l'absolu, mais c'est un boulot dans lequel tu te sens bien, qui te valorise, qui a un horaire flexible, donc qui te permet de faire différentes choses quand tu sors du travail, ou que financièrement, ça te permet de pouvoir faire cette activité ou ce loisir qui te passionne, c'est ultra OK aussi et c'est super. Donc ça, il faut le tenir en compte. Mais pour ceux qui posent la question et qui aimeraient quand même vivre de leur passion, si je dois reformuler ce conseil, je dirais, en suivant ta mission avec une stratégie et un plan d'action, tu pourrais vivre de ta passion. Le deuxième conseil que j'ai envie de déconstruire et qu'on entend beaucoup, c'est si tu veux réussir, il suffit de travailler dur. Ok, j'adore celui-là. Bon, pourquoi est-ce que ce conseil est toxique? Le premier piège mental, c'est le mythe du travail acharné. Parce qu'on nous vend l'idée que plus tu travailles dur, plus tu réussis. Alors, même si je trouve qu'on est en train de vivre un shift autour de la mentalité du travail, c'est pas encore, voilà, en fonction d'où tu vis ou d'où tu habites, d'où tu travailles, il y a encore quand même cette image, cette notion que voir quelqu'un stressé par son boulot ou qui bosse jusqu'à 20 heures, tu vois, c'est applaudi. Si quelqu'un passe toute la nuit à préparer son meeting du lendemain ou qui avance dans ses dossiers, mais qui se plaint de la charge de travail et qui est au bout de sa life, tu vois, tu te dis, wow, mais quel warrior, putain, celle-là, c'est hasta la muerte. Et en fait, ça va pas du tout parce que qui dit travail acharné, ce travail acharné crée un énorme déséquilibre et donc de l'épuisement et de la frustration qui se découlent en burn-out ou dépression. Donc, ça m'emmène au deuxième piège mental, c'est qu'il ne faut pas confondre travailler dur avec travailler intelligemment. Tu vois, occupation et productivité. Parce que être occupé H24, ça ne veut pas forcément dire que tu es efficace. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai appris il y a un an, lors d'une séance avec Dr. G, où je me plaignais de mon agenda, que j'ai plein de trucs, que j'arrête pas, mais j'avais pas l'impression non plus d'avancer et que j'étais quand même, et que je stagnais, mais j'avais l'impression de faire plein de trucs et je comprenais pas. Et il m'a posé la question, il m'a simplement dit, mais Sophia, vous êtes productive ou vous êtes juste occupée? Quand il m'a dit ça, j'étais là, mais oh shit, non, c'est clair, je suis clairement pas efficace ni productive, je suis juste occupée. Tout ça sent ça. Je suis juste occupée. Et en fait, du coup, ça m'a complètement shifté aussi ma manière de m'organiser. La vérité, c'est que le succès ne vient pas seulement du volume du travail, mais de la stratégie, des opportunités, du réseau, du bon équilibre entre effort et récupération. Tu vois, finalement, l'objectif, c'est pas que de réussir, mais c'est surtout d'être là pour en profiter. Parce que si tu as bossé toute ta vie comme un acharné et tu as enfin la maison de tes rêves, où tu peux partir en vacances X mois par an sans contrainte d'agenda, mais que tu n'as pas la santé qui va avec parce que tu es dans des états de dépression, de burn-out, de fatigue extrême, ou suite à du gros stress pendant tes années de boulot, tu as développé des problèmes de santé, c'est clairement, on ne peut pas dire que ça a été réussi. Et le troisième piège mental de ce conseil, c'est que l'effort sans optimisation égale la perte de temps. Parce que tu peux bosser moins d'heures et avoir plus de résultats si tu optimises tes méthodes. Donc oui, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à automatiser, à prioriser et mesurer vraiment ce qui fonctionne. C'est pas la sueur qui fait la différence, mais comme on l'a dit, c'est la stratégie. Je sais que, comme je le disais, il y a encore un shift important qui se fait à ce niveau-là et dans quand même beaucoup de boîtes ou en général dans beaucoup d'entrepreneurs, ceux qui arrivent à terminer, disons, vers 16-17 heures au moment où il faut aller chercher ses enfants à l'école, si tu as réussi à boucler tout ce qui est lié à ton travail à ce moment-là, c'est que tu as un profil ultra efficace parce que tu arrives à
à trouver l'équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle et tes loisirs, tes activités. Et c'est justement ça qu'il faut célébrer. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, les gars. Je sais que c'est difficile de trouver un rythme à ce niveau-là, surtout quand tu travailles dans une boîte qui fonctionne encore un peu comme, tu vois, avec cette mentalité de si tu quittes le boulot après 20 heures, tu es pointé du doigt, ou alors si tu es en train de lancer ton propre business, clairement que tout repose dans tes épaules. Donc, c'est difficile de déléguer et de trouver le rythme, et qu'en plus, tu as une vie de famille à côté. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais ça vaut la peine de se poser un moment, de prendre conscience un peu de notre agenda et vraiment de prioriser ta vie de famille, ta vie personnelle, ta vie professionnelle dans ton agenda, pardon, c'est ultra important. Et en fait, c'est ce qui va te permettre d'évoluer, de te construire et atteindre un peu tes objectifs, construire la vie que tu veux, quoi. Donc, si je dois reformuler ce conseil, je dirais travail dur, oui, c'est vrai. Il faut travailler dur, mais surtout travaille intelligemment pour réussir. Le troisième conseil que j'ai envie de déconstruire et surtout de démolir, c'est celui-là. Arrête de rêver, sois réaliste. Putain, celui-là, combien de fois on l'a pas entendu? Peut-être même qu'on nous le répète depuis l'enfance. Moi, c'est un truc qu'on m'a quand même beaucoup répété. Tu vois, le arrête de rêver, t'as pas les pieds sur terre, redescends de ton nuage. Et en fait, ce conseil, sous couvert de bon sens, peut être l'un des plus limitants et les plus tristes qui existent. Donc, pourquoi ce conseil arrête de rêver, sois réaliste et toxique? Premier piège, c'est que rêver et être réaliste ne sont pas opposés. On nous fait croire que rêver, c'est perdre du temps, que c'est réservé aux idéalistes ou aux naïfs, mais en réalité, tout projet, toute réussite commence par un rêve. Et on l'a bien vu, tu vois, toutes les grandes avancées, les carrières inspirantes, les entreprises à succès, tout ça part quand même d'une idée qui, à la base, semblait surréaliste et complètement irréaliste. Et être réaliste, ça ne veut pas non plus dire tuer ses rêves. C'est trouver un chemin concret pour les réaliser. L'autre piège mental, c'est que ce conseil reflète souvent la peur des autres et pas les tiennes. Tu vois, quand quelqu'un te dit d'arrêter de rêver, il ne parle pas de tes capacités. Il parle de ses propres limites. Il projette son propre manque de vision et ses propres échecs. Mais ce n'est pas parce que quelque chose semble impossible aux yeux des autres que ça l'est pour toi. Et le troisième piège de ce conseil, c'est que les rêves sans plan restent des illusions. Alors, c'est vrai que là où ce conseil pourrait contenir un fond de vérité quand même, c'est que rêver sans passer à l'action ne mène à rien. Mais la bonne approche, ce n'est pas d'arrêter de rêver, justement. C'est plutôt d'apprendre à structurer ses rêves et à les transformer en projets. Donc, les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement... les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui abandonnent leurs rêves, justement, mais celles qui se donnent les moyens de les concrétiser. Donc, si je dois reformuler ces conseils, je dirais rêve en grand et avance avec stratégie. Du coup, autorise-toi à rêver parce que c'est là où tout commence et ça fait du bien. Mais ensuite, un plan d'action, ajuste ton cap si besoin et fonce. Un rêve sans plan, c'est une illusion. Un rêve avec un plan, c'est juste un objectif en cours de réalisation. Alors, dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à me laisser des messages et ton feedback par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire et à développer encore. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un feedback avec ton ressenti là-dessus. Et maintenant, le moment est venu de te dévoiler le pire conseil de tous les temps que voici. Attends le bon moment. Jesus Christ, ce conseil, putain. Celui-là, franchement, alors, pourquoi est-ce que ce conseil est toxique? Premier piège, c'est que il y a ce mythe du bon moment qui n'arrive jamais. Tu vois, il nous fait croire qu'il y aura un moment parfait, un signal divin, une étoile alignée dans le ciel pour se lancer. Mais la vérité, c'est que ce moment parfait n'existe pas. Pendant que tu attends, pendant que j'ai attendu, les opportunités passent, les autres avancent et toi, tu stagnes. Ce qui m'emmène au deuxième piège, c'est que l'attente est une excuse déguisée. Tu vois, on attend d'avoir plus d'expérience. Tu te dis, j'attends d'avoir plus de confiance en moi, j'attends d'avoir les bonnes conditions. Mais le problème, Yamol, c'est que si tu n'agis pas, il n'y a rien qui change. L'expérience, elle se construit en avançant et la confiance vient avec l'action. Donc, au plus tu vas faire, au plus tu vas gagner en confiance et au plus tu vas mieux réussir. Il y a un troisième piège dans celui-là, c'est que le temps est un accélérateur et pas une baguette magique. Dommage. Donc, tu peux attendre 6 mois, 1 an, 5 ans et au final, tu seras toujours au même point.
Pourquoi? Eh bien, parce que c'est pas le temps finalement qui te fait avancer. Tu l'as compris, je crois, c'est toi. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et le deuxième bon moment pour commencer, eh ben, c'est aujourd'hui. Donc, lance-toi. Du coup, si je dois reformuler ce conseil, je dirais, ne cherche pas ou n'attends pas le bon moment, crée-le. Et voilà, on vient de déconstruire ensemble 4 faux conseils qu'on entend quand même souvent et qui, au lieu de nous aider, nous ralentissent. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir, qu'il t'a donné des clés pour avancer avec plus de confiance et de clarté. Si tu as ressenti un électrochoc ou que ça t'a parlé, eh ben, c'est parfait, ça fait du bien. N'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et surtout, n'hésite pas à m'envoyer un message en me partageant ton ressenti. C'est toujours hyper constructif d'écouter différents points de vue. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et n'oublie pas, life is well.